Monsieur le Président Bouquin, Madame la Présidente du CESEC, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants des collectifs et associations diverses, mes chers collègues. Je prends la parole ce matin donc au nom du groupe Awansem et cet après-midi, c'est le président Angelini qui prendra la parole à l'issue des travaux de la commission permanente dans son mode élargi. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, hier à l'occasion de la conférence de presse que nous avons tenue en ce lieu, j'ai effectivement indiqué que sans verser dans l'autosatisfecit, on pouvait quand même saluer la tenue de cette session dédiée à la dérive mafieuse. Notre institution se distingue par cette singularité. Et c'est une singularité parce qu'il y a effectivement d'autres territoires qui sont confrontés à la grande criminalité, confrontés aux dérives mafieuses, confrontés également à un niveau d'insécurité bien plus important que celui que nous connaissions sur notre territoire. Et pour autant, notre institution est la seule à consacrer à ce phénomène une session extraordinaire et qui plus est, sous un format hybride que vous avez rappelé, Madame le Président, qui permettra aujourd'hui à chacun de s'exprimer dans ce haut lieu de démocratie. Si on peut saluer la tenue de cette session, je crois qu'on ne peut que reconnaître et malheureusement déplorer son caractère nécessaire. Cette session, elle est nécessaire parce que malheureusement, la situation en Corse est critique. Parce que tous les jours, c'était le cas également avant, mais certainement aujourd'hui bien plus qu'avant, tous les jours des Corses sont approchés, des Corses sont menacés, des engins de travail sont brûlés, des outils, des bâtiments servant à l'exercice des activités professionnelles des uns et des autres sont menacés ou abîmés, et bien plus encore, vous le savez malheureusement. Et tout ça dans une micro-société dans laquelle chacun ou presque se connaît. Ce qui contribue à l'évidence à créer un climat de peur et d'angoisse dont le pire mal pourrait être qu'il devienne presque normal alors qu'il est extraordinaire. Aujourd'hui, le phénomène est tellement ancré, il est tellement quotidien qu'on a fini au mieux par le banaliser et au pire, pour certains, par s'y résoudre. Et je crois que nous pensons que c'est la dernière chose à faire. Aujourd'hui, notre groupe a choisi de ne pas s'appesantir sur le débat sémantique. Non pas parce qu'il s'agit de faire l'autruche ou de se défausser de nos responsabilités, non pas non plus que nous pensions qu'il ne s'agit pas d'une question importante, mais parce que nous pensons que ce débat sémantique, que cette sémantique n'est pas un préalable à l'analyse et à la réflexion qui doit être la nôtre et durant le temps évidemment qui sera mis à profit à la sortie de cette session. Nous pensons que le débat sémantique, je l'ai dit sans dire qu'il n'est pas primordial, nous pensons qu'il est secondaire parce que, qu'on l'appelle finalement grande criminalité, criminalité organisée, voyoucratie ou mafia, pour nous ces mots renvoient à une même réalité, c'est-à-dire à la réalité que vivent les Corses dans leur quotidien, ces Corses qui ne sont plus libres ni de leurs paroles ni de leurs actes. Et il nous appartient, à nous élus, qui sommes aussi des citoyens de cette terre, de combattre ces phénomènes avec les armes qui sont à notre disposition et dans la limite, bien entendu, des compétences qui nous sont dévolues. Et c'est dans ce cadre-là, vous l'avez rappelé, Madame le Président, Monsieur le Président, qu'un cycle d'auditions a été réalisé, y compris sous l'ancienne mandature. Des auditions qui ont donné lieu, malheureusement, et encore une fois, à une défection de l'État, tant en son institution préfectorale qu'en son institution judiciaire. Et c'est également donc, dans le cadre de ces débats et de ces auditions que des demandes ont été formulées par les associations, par les collectifs, par la Ligue, etc., par les différents intervenants, à l'endroit de nos institutions. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut être satisfait, je tiens à le souligner parce que ça n'a pas toujours été le cas, aujourd'hui on peut se satisfaire de ce que la distinction soit opérée entre ce qui relève directement des compétences de notre institution et ce qui relève du domaine régalien de l'État. Cela étant dit, on ne peut pas faire l'économie de parler de ces demandes qu'on pourrait qualifier de
hors champ de compétences, car il nous est également demandé par les différents intervenants de donner mandat à l'issue des travaux qui ont vocation à se poursuivre à nos parlementaires, dont certains sont présents aujourd'hui, afin de soutenir certaines propositions auprès du pouvoir exécutif et auprès du gouvernement. Alors, sans que la liste soit exhaustive, ça a été rappelé, ont notamment été évoquées la création d'un délit d'association mafieuse, la création d'une juridiction ou d'un pôle spécialisé, la systématisation des saisies d'abord, puis des confiscations ensuite, la généralisation des écoutes téléphoniques ou encore la suppression des jurys populaires au sein des cours d'assises. Nous, ce que nous voudrions indiquer à ce stade, et même si la position qui est celle de notre groupe n'est pas gravée dans le marbre et qu'elle pourrait être évolutive, nous voudrions quand même, parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, je crois, de pratiquer la langue de bois, indiquer que nous ne pouvons rejoindre et être d'accord avec l'ensemble des propositions qui sont formulées. Nous sommes dans un système pénal, le système pénal français, qui est déjà extrêmement répressif. Nous sommes soumis à une législation pénale qui est d'ores et déjà très complète et qui permet de répondre à toutes les situations pénalement répréhensibles. Aujourd'hui, notre groupe n'est pas convaincu de la pertinence d'une nouvelle législation ou de la création d'une nouvelle infraction qui viendrait s'ajouter au millefeuille législatif existant. Nous ne sommes pas plus convaincus qu'une nouvelle législation permettrait d'améliorer le degré d'élucidation des crimes ou des délits, puisque par définition, la sanction intervient lorsque les individus sont condamnés, au moment de leur condamnation, et il faut préalablement qu'ils aient été d'abord identifiés, puis poursuivis, bien évidemment. Cela étant, je le disais, s'il nous était, dans le cadre des travaux qui ont vocation à se poursuivre, s'il nous était démontré une plus-value de cette nouvelle infraction que certains appellent de leur vœu, une plus-value notamment par rapport au délit d'association de malfaiteurs en bande organisée, qui est déjà une infraction fourre-tout et qui a déjà vocation à s'appliquer à nombre de situations infractionnelles. S'il nous était assuré également que les droits de la défense seraient respectés, et s'il nous était enfin assuré que cette infraction ne serait utilisée qu'à l'encontre des personnes concernées, alors notre position, la position de notre groupe, pourrait effectivement évoluer. Je crois qu'en attendant, il faut garder plusieurs choses à l'esprit. Gardons à l'esprit que les moyens utilisés pour combattre un ennemi peuvent être utilisés le lendemain pour en combattre un autre, dans un autre contexte, y compris dans un contexte politique. Gardons également à l'esprit qu'il y a dans notre société une extrême droitisation de la pensée et que le pouvoir exécutif national pourrait un jour changer de main et se retrouver dans des mains bien moins démocratiques que celle qui détient ce pouvoir aujourd'hui. Telles sont les raisons, parmi d'autres évidemment, qui nous conduisent à penser également qu'une juridiction spécialisée qui stigmatiserait encore un peu plus la Corse et les Corses n'est pas souhaitable. Je crois qu'ici, plus ou moins, nous connaissons tous les méthodes de la JIRS, nous connaissons l'entre-soi pratiqué par cette juridiction, nous connaissons la conception de la JIRS des droits de la défense, et ce, pour une efficacité qui reste à prouver, en tout cas si l'on se réfère au taux d'élucidation des crimes, et le Président a tout à l'heure versé quelques chiffres au débat. Il faut aussi savoir que la JIRS, ça n'est pas la seule juridiction spécialisée qui existe. Nous avons en Corse un pôle économique et financier à Bastia qui est une juridiction exceptionnelle en France. Si je ne me trompe pas, il en existe une en juridiction parisienne et une ici sur notre territoire. Il y a une cour d'assises spécialement composée à Paris qui est chargée notamment des trafics de stupéfiants qui relèvent de la criminalité de grande ampleur ou d'une très grande complexité. Ce n'est pas anodin lorsque l'on connaît les liens évidents entre la mafia et le trafic de stupéfiants. Il y a également une juridiction nationale qui est chargée de la lutte contre la criminalité organisée, notamment dans son aspect financier, qui est chargée des dossiers les plus complexes ou les plus sensibles. Et nous pensons qu'il ne faudrait pas qu'une fois de plus, la Corse soit une terre d'expérimentation en matière de justice,
Des expérimentations qui ont souvent été malheureuses et qui nous conduisent aujourd'hui à affirmer que la Corse a plus souvent servi de cobaye qu'elle n'a servi d'exemple. Dans le cadre de nos travaux, je crois qu'il va falloir que nous nous interrogions collectivement, individuellement, publiquement et aussi dans l'intimité, je dirais, de nos consciences, sur la société dans laquelle nous voulons vivre, et ce, à deux niveaux. À un niveau national, je dirais, et à un niveau plus local. Au niveau national, il va falloir que l'on s'interroge sur le fait de savoir si nous voulons préserver notre système démocratique, qui est aujourd'hui, j'en suis convaincue, mis à mal par un recul de l'état de droit. Un recul de l'état de droit qui a deux effets pervers. Le premier étant de réduire les libertés publiques et les libertés fondamentales, en même temps qu'il laisse prospérer la grande criminalité. Il va falloir également que l'on s'interroge sur le fait de savoir si l'on veut préserver ce qui reste de la présomption d'innocence, qui est un pilier fondamental de notre démocratie et de notre procédure pénale. Pascal Paoli déjà indiqué qu'il ne peut y avoir de demi-preuve. Et s'agissant de la présomption d'innocence, il y a une anecdote historique, je dirais, qui, en tout cas en tant qu'avocat, me touche et que je trouve pleine de sens. Il faut savoir que c'est l'empereur Julien au IVe siècle qui a institué la présomption d'innocence. Ce jour-là, un haut fonctionnaire était poursuivi devant lui pour des détournements de fonds publics. Et l'accusateur s'indignait des dénégations de l'accusé. « S'il suffit de nier, dit-il, où seront désormais les coupables ?» Ce à quoi l'empereur juge répondit « S'il suffit d'accuser, où seront les innocents ?» On peut faire ce choix-là. On peut faire le choix de préserver ce qui reste de démocratie, de présomption d'innocence et des droits et libertés publiques qui vont avec. On peut aussi choisir d'appeler de nos vœux l'institution d'un État policier, qui est souvent le premier pas vers le totalitarisme. Un État dans lequel les écoutes téléphoniques seraient généralisées au moindre soupçon, dans lequel les droits de la défense seraient réduits à peau de chagrin, etc., etc. Et si c'est ce choix que nous faisons, si c'est dans cet état d'esprit, si c'est vers cela que nous nous orientons, il faudra, je crois, que résonnent en nous les mots de Benjamin Franklin, au terme desquels il disait « Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité ». Et ça fait un peu écho aux déclarations de notre confrère Spinoza, dont faisait état le président de l'exécutif il y a un moment. Et je disais, au-delà de ce choix de société à un niveau national, se posera la question d'un choix de société à notre niveau, à nous, au niveau local. Soit on veut continuer dans la diversité de nos opinions et dans la diversité des composantes de cette Assemblée, mais aussi de la société corse dans son intégralité. Soit on veut continuer de lutter pour l'émancipation de ce peuple, pour l'autonomie, voire plus pour certains. Soit on fait le choix de solliciter clairement la tutelle de l'État centralisateur et, pardon pour l'aspect un peu cru de mon propos, et on remercie Boana à longueur de journée de nous protéger de nous-mêmes. Et si je dis ça, c'est parce que ça fait écho à l'une des observations qui a été formulée dans le cadre des cycles d'audition, puisqu'il nous a été dit notamment qu'on pouvait se féliciter de l'absence d'insulaires dans des instances décisionnaires parce que ça permettait d'éviter les écueils liés à la proximité. Et nous trouvons que c'est un message qui est triste. C'est un discours qui est triste parce que c'est un discours de renoncement. C'est un discours qui consiste à considérer que les Corses ne sont bons à rien, que les Corses ne sont pas capables de probité. C'est un message qui consiste à suspecter et à criminaliser tout un peuple. Et à ce propos, nous en avons parlé précédemment, ça fait écho aussi à cet ouvrage écrit par des magistrats qui ont officié en Corse et dans lequel l'un de ces magistrats indiquait qu'il n'y avait pas une seule famille en Corse qui était totalement saine. Je crois que vous avez compris, au terme de ces quelques explications, vers quel choix de société notre groupe voudrait s'orienter, même si, encore une fois, je le répète,
les positions que nous exprimons aujourd'hui n'ont pas vocation à être des positions dogmatiques. Et je crois que dans un débat de cette importance, il faut se garder, les uns les autres, d'avoir des positions dogmatiques. Il faut aussi, je crois, se garder de souhaiter libérer la parole à condition qu'il s'agisse d'une parole convergente. On ne peut pas imposer à l'autre de penser comme soi. Imposer à l'autre de penser comme soi, c'est aussi une forme de pression, bien moins grave, me direz-vous, que la pression mafieuse, etc. J'en conviens, mais c'est une pression liberticide quand même. Il faudra, je crois, que l'on se garde de penser que les élus et ou les citoyens qui ne partageraient pas en tout point les positions des uns et des autres protégeraient des intérêts particuliers quelconques. C'est une position qui est infamante, qui est injuste et qui est également infondée. Alors, les intervenants avant moi l'ont rappelé, cette session, elle n'est pas conclusive. En revanche, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même dégager, je crois, dès aujourd'hui, des pistes de travail qui auront vocation à être versées au débat, à être argumentées et discutées par les uns et les autres. S'agissant des outils et des procédures spécifiques, nous pensons que nous pourrions militer pour la présence en Corse de magistrats spécialement formés à la grande criminalité et aux dérives mafieuses, qui exerceraient au sein des juridictions ajaxiennes et bastiaises, qui auraient d'ailleurs le mérite de connaître réellement le terrain sur lequel ils exercent, et ce, tant en phase d'instruction qu'en phase de jugement, ce qui nécessite évidemment un accroissement du nombre de magistrats. La présence de ces magistrats pourrait avoir pour corollaire la présence sur le terrain, et ça a été évoqué lors des cycles de discussion par certains des intervenants, la présence sur le terrain d'enquêteurs qui seraient spécialement formés aux questions patrimoniales et fiscales. Il faut savoir aujourd'hui que les saisies pénales se pratiquent très régulièrement devant nos juridictions, certes depuis récemment, alors que c'est une loi qui commence un peu à dater, mais en revanche, il faut aussi avoir en tête que les enquêteurs réclament que soient réalisées de véritables enquêtes patrimoniales et non 2-3 lignes perdues comme ça dans un dossier d'instruction. Des enquêtes patrimoniales qui aujourd'hui font trop souvent défaut dans les dossiers. Alors, je n'ai pas vraiment d'explication sur les raisons, mais on peut les imaginer. Un manque de formation des enquêteurs, un manque de formation peut-être également des magistrats instructeurs, un manque de temps des magistrats instructeurs qui croulent sous les dossiers parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Et évidemment, ce manque de temps découle malheureusement d'un manque de moyens au profit de l'institution judiciaire. Et ce serait d'autant plus intéressant que le lien entre les dérives mafieuses et l'immobilier n'est aujourd'hui plus à démontrer, de même qu'avec le trafic de stupéfiants, par exemple. S'agissant des saisies et des confiscations, même si pour l'heure nous ne sommes pas favorables à une systématisation de celle-ci, parce que ça reviendrait à renoncer au principe de personnalisation des peines, qui est aussi un principe fondamental de notre droit pénal, et ça reviendrait également à renoncer au pouvoir d'appréciation souverain des juges. Nous sommes en revanche parfaitement favorables à la réaffectation sociale des biens confisqués, qui existe depuis une loi récente. Mais en revanche, nous pensons que cette réaffectation sociale, elle pourrait être étendue aux biens mobiliers et pas seulement réservée aux biens immobiliers, qu'elle pourrait être étendue à bon nombre d'associations et pas seulement celles considérées comme d'intérêt public. Et nous pensons également, pourquoi pas, qu'elle pourrait être étendue aux collectivités territoriales dont nous connaissons les difficultés en matière de budget. Et ces biens, mobiliers ou immobiliers, pourraient être affectés par ces collectivités territoriales dans le cadre de leur action sociale au profit de la jeunesse, au profit des plus démunis, au profit par exemple des publics toxicomanes et d'une manière générale au profit des publics en difficulté, et on parle ici de toutes les difficultés. Nous serions également favorables à l'instauration de procédures d'enquête post-sanction, post-sententielle, qui permettrait d'identifier le patrimoine des condamnés et enfin de ramener les peines à exécution. Ça fait trop souvent défaut et ça a été également évoqué dans le cadre des auditions. Et juste pour en terminer avec cette question, parce qu'on pourra en parler des heures, sur la question des saisies et des confiscations, il y a un rapport parlementaire qui est extrêmement important, qui est extrêmement intéressant, qui a été établi par le député Warsmann, qui est à l'origine de la loi sur les saisies, à la fin de l'année 2019. Et je crois que nous pourrions nous en servir dans le cadre du cycle de travail qui va se poursuivre au-delà de cette session.
S'agissant des jurys populaires dans les cours d'assises, même si nous ne sommes pas favorables à leur suppression, parce que le jury populaire, c'est l'une des plus anciennes et symboliques formes de démocratie participative et parce qu'on ne manque pas de juridictions composées exclusivement de magistrats professionnels, nous pensons, parce que nous savons que des jurés sont approchés, c'est une réalité, nous pensons que les chefs de la cour d'appel pourraient faire usage de la faculté de dépaysement lorsqu'ils considèrent que le risque est réel. Aujourd'hui, ils ne le font pas ou à la marge et nous pourrions peut-être les interroger s'ils nous gratifiaient de leur présence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'institution judiciaire, elle est exsangue, elle est dans un état de délabrement avancé. Une des conditions de la lutte contre la dérive mafieuse, c'est d'augmenter les moyens matériels et humains de l'institution judiciaire. C'est une nécessité. Il faut des moyens et il faut une volonté politique. Confère aujourd'hui le trafic de stupéfiants à Ajaccio. Lorsqu'on met des moyens au bon endroit, on obtient des résultats. De ce point de vue, la justice, et j'en aurais presque terminé, la justice a toujours été défaillante en Corse, et notamment lorsqu'il s'agissait de lutter contre les nationalistes au grand bonheur de la voyoucratie. Et c'est paradoxal, parce que les Corses sont historiquement et culturellement épris de justice, et parce que cette justice participe de la paix sociale lorsqu'elle est de qualité, juste et comprise. Il faut que nos gouvernants comprennent qu'il faut cesser de détricoter les services publics essentiels que sont la justice, la santé et l'éducation. Il faut au sein de notre collectivité que nous continuions, et je passerai vite sur ce point, de travailler sur l'éthique, les politiques publiques, etc. Il faut, puisque le temps visiblement me manque, je vais conclure en passant directement, j'avais des observations sur les marchés publics. Mais vous pourrez vous exprimer cet après-midi, voilà. Madame la conseillère, évidemment, en commission permanente. Je conclurai simplement en disant qu'il faut accroître évidemment notre action éducative et pédagogique à destination de la jeunesse, parce que nous sommes persuadés qu'on ne réglera pas le problème qu'au travers de la répression et qu'il faut s'attaquer aux causes et aux sources. Il faut mettre en œuvre, il faut mettre les moyens dans la formation, l'apprentissage, la pédagogie, etc. Il faut éduquer nos jeunes, même si le changement doit se produire sur plusieurs générations. Et si un jour, et j'en aurai terminé, nous parvenons à ce que les jeunes intègrent pleinement la valeur travail, le principe de la méritocratie, si un jour nous parvenons à ce que les jeunes admirent les aides-soignants, les agriculteurs, les travailleurs qui triment pour vivre peut-être chichement mais honnêtement plutôt que le voyou, alors nous aurons gagné le combat culturel et éducatif qui est peut-être la manière la plus sûre et la plus pérenne d'éradiquer la criminalité organisée et le système mafieux. Je vous remercie.